raisonnable que cette idée folle que Boris Johnson s'en serve d'étendard pour pour resserrer les règles. Je pense que la fédération va agir, mais peut-être sur le Championship, par exemple, qu'il n'y ait La plus deuxième d'étrangers division ou beaucoup anglaise. moins d'étrangers dans la deuxième, troisième, quatrième division, c'est une évidence. Resserrer un peu et éviter qu'il y ait des joueurs qui soient même pas internationaux, peut-être. Mais se priver des meilleurs joueurs du monde, enfin pas tout à fait, mais enfin pas très loin en tout cas, de parmi les meilleurs joueurs du monde, ce serait totalement absurde. Et ça paraît très très peu imaginable quand On même. imagine qu'il va y avoir un régime d'exception qui va englober beaucoup de monde. Il va y Bah, avoir c'est même beaucoup pas des régimes d'exceptions. d'exception. Enfin, ça devient pas. Ensuite. La Grande-Bretagne ne va pas devenir un territoire complètement fermé. Enfin, c'est pas la Corée du Nord. Hein. Ça ne devient pas la Non, Corée du Nord mais les demain. Hein. Européens ne seront plus des Européens, par exemple. Oui, C'est-à-dire oui, ils tout à deviendront fait. des étrangers, Tout tous à ceux fait. qui étaient Non, non, mais jusqu'à présent ressortissants je de pense que l'Europe. symboliquement, il y a effectivement des chances que la fédération veuille qu'il y ait des règles qui montrent qu'on favorise un peu plus les Britanniques. Maintenant, la limite, elle va être dans les négociations avec la Première Bien Ligue, sûr. notamment. Habib, Ouais, ce qui va surtout pour moi diriger ça, c'est l'aspect économique. Si aujourd'hui la Première Ligue vend son championnat aussi cher, c'est parce que justement vous avez ces joueurs étrangers. Je pense que comme l'a dit Philippe, ça pourrait être applicable pour des joueurs qui arriveraient maintenant, mais pour tous ceux qui ont déjà été là, je pense qu'il y aura une forme de dérogation ou de dire que Ouais, comme c'est ça sûr, arrive ouais. maintenant, on va pas dire que d'un seul coup Mohamed Salah ne peut plus jouer en Angleterre. Ça fait 4 ans, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans qu'il y est. Donc à partir de là, ça peut venir après, qu'il y ait une loi un petit peu symbole. Mais je pense pas aujourd'hui que l'Angleterre, et ils arrêtent pas de dire d'ailleurs, oui, on sort de l'Union européenne, mais on a quand même des accords qui nous permettent Bien de sûr. garder en quelque sorte oui, pour quelques un mois. lien très étroit avec nos amis. C'est ce qui a été dit d'ailleurs dans la presse. Et puis en plus, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a déjà des clubs qui ont en quelque sorte pas anticipé le Brexit, mais qui se sont penchés sur le sujet. Ils vont créer aussi des clubs satellites. Par exemple, Manchester City a l'ambition de créer des clubs satellites qui permettront, en signant dans ces clubs satellites, du coup, de venir en Angleterre et de plus être soumis à ce statut un petit peu. Alors, j'ai pas exactement la règle et tous les tenants et les aboutissants, mais je sais que City a déjà communiqué dans ce sens. City est déjà en recherche de clubs satellites pour permettre justement à prendre des joueurs étrangers venant d'Amérique du Sud qui passent par ces clubs satellites qui ensuite ne seraient pas soumis à cette règle du Brexit, par exemple. Rémi, Moi, je devrais d'abord dire que la plupart des clubs anglais sont dans la quasi-totalité, voire 90%, détenus déjà par les étrangers. Oui, Il faut, ça, les commencer capitaux. par là. Donc maintenant, deuxième des choses, je ne pense pas, contrairement à ce que Habib peut dire, que si le championnat anglais se vend, c'est parce qu'il y a des joueurs étrangers qui sont de grande qualité. Non. Parce que je me rends compte aujourd'hui que, à part Mohamed Salah et Sadio Mané qui viennent de s'incruster dans le classement de Ballon d'Or France Football, lorsque vous regardez les championnats, où sont les meilleurs joueurs? Vous prenez par exemple l'Espagne, c'est là où jouaient pendant au moins 10 ans Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et chaque joueur qui émergeait en Angleterre, eh bien tout de suite il était recruté par soit l'un de ces clubs-là. Donc pratiquement, même ayant cet argent-là, il n'avait pas les joueurs top qualité. Regardez tous les classements, depuis fort longtemps, ils n'ont pratiquement rien fait. Et même au niveau de la Ligue des Champions, il n'y a que dernièrement que Liverpool a encore pu remporter une Ligue des Champions. Ce qui signifie que c'est plus l'aspect marketing du championnat anglais qui a marché par rapport même à la qualité des joueurs. S'il faut regarder la qualité des joueurs intrinsèquement, individuellement parlant, les meilleurs clubs peuvent être ailleurs, mais sauf qu'ils savent beaucoup vendre. Et vous voyez, il y a beaucoup de touristes américains qui y vont, et ils ont fait un grand travail au niveau de l'Asie. Ça fait de telle sorte qu'aujourd'hui, le championnat anglais, même avec des coquilles vides, on parvient à nous le vendre. Donc pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas que le Brexit va faire quelque chose à travers ça, parce que même économiquement parlant, vous avez un club comme Manchester United qui a par exemple un contrat le plus cher avec un équipementier qui va jusqu'en 2032. Vous avez Chelsea qui va jusqu'en 2036. C'est énormissime avec des contrats de 85 millions rien que pour l'équipement par an. Restons encore un tout petit peu sur le sportif Philippe Doucet. On sait aussi que les clubs anglais, dans leur centre de formation, essayaient ou ont essayé d'attirer, alors ce qu'on appelle maintenant
quotidiennement des pépites, alors que ça devrait être un mot pour certains exceptionnel, mais en tout cas des très jeunes joueurs. Il y a l'exemple de Paul Pogba qui avait rejoint le centre de formation de Manchester United à 16 ans. À l'époque, c'était encore la libre circulation des jeunes, des Européens, et donc voilà. Est-ce que ça peut aussi couper un peu l'alimentation de ces clubs qui après, on le sait, vont gagner de l'argent, puisque Pogba avait été vendu à la Juve à un certain moment. Non, ça oui, tout à fait. Il y a effectivement des registres sur lesquels vraisemblablement les clubs anglais auront peut-être des handicaps, mais comme le disait à juste titre Habib, ils ont déjà des mesures qui permettent de contourner tout ça. Chelsea a beaucoup d'accords avec des clubs belges, Genk et autres, et arrive à les mettre en stand-by là-bas. Alors aujourd'hui, ils les prêtent, mais ils feront autrement. Ils les feront engager par Genk avec un accord pour le reprendre derrière. Manchester City n'aura même pas besoin de faire ça parce qu'ils ont des clubs filiales partout. Je pense que oui, je pense que vraiment les moyens de contourner le pragmatisme économique bien sûr permettra de faire des tas de choses et évitera aux clubs ce genre de problème. Et je pense même globalement, même au plan politique, il y aura peut-être quelques mesures un peu spectaculaires. Mais vous verrez que sur le pragmatisme économique est tel chez les Britanniques que je ne pense pas qu'ils attaquent la première ligue comme ça. La saison 2016-2017, selon les chiffres, a rapporté 8 milliards 700 millions d'euros à l'économie anglaise. Donc c'est assez énorme. Mais... C'est un peu moins que le budget européen de la Grande-Bretagne, mais pas très loin. Pas très loin. Finalement, my money back, c'était d'une certaine manière. Justement, écoutons un professeur de l'université de Liverpool, Kieran Maguire. Alors, c'est pas le joueur, je vous dis tout de suite, c'est un professeur. Mais ce professeur dont vous pouvez voir le visage si vous nous suivez en Facebook Live, eh bien, ce professeur explique que pour lui, c'est peut-être justement l'occasion de découvrir des futurs joueurs et des potentiels anglais. Je pense qu'il y aura plus d'opportunités pour les joueurs locaux et un bon exemple nous est offert involontairement par Chelsea. Interdit de recrutement l'été dernier, le club a dû donner des chances à de jeunes joueurs tels que Mason Mount, Fikayo Tomori ou Tammy Abraham et d'autres. Et ces joueurs ont réussi à gagner leur place en équipe première. On voit là que le Brexit peut offrir un avantage insoupçonné en forçant les clubs à changer de point de vue et à investir davantage dans leur centre de formation. Et ils le feront d'autant plus volontiers qu'ils verront qu'ils peuvent ouvrir leurs vannes à de nouveaux talents. Habibey, justement, est-ce que ça peut être meilleur pour les joueurs locaux? C'est vrai que ce professeur parle de l'exemple de Chelsea, dont on a tous parlé en début de saison. Chelsea ne pouvait pas recruter cet été et a dû valoriser certains joueurs du cru, c'est-à-dire ceux qu'eux avaient dans leur centre de formation. C'était des Anglais et Lampard a fait plutôt des bons choix. Oui, il a fait des bons choix. Pour moi, il y a deux aspects. Le joueur d'anglais ne s'exporte pas. Il reste en Angleterre, donc de toute façon, il n'y a pas éventuellement une peur de la fuite de leur talent. Parce que je pense que c'est institutionnel, il n'est pas comme chez nous, mais vraiment pour le coup leur ADN est vraiment ancré. Et un joueur anglais a beaucoup de mal à aller ailleurs. Pourquoi? Je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Et de deux, lorsqu'on parle des jeunes joueurs, par exemple, qui sortent à Chelsea aujourd'hui, on se rend compte qu'on a l'impression que c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose de forcé. Et on voit bien d'ailleurs que Chelsea s'est mis en tête d'aller chercher un joueur à l'étranger pour éventuellement soutenir Abraham, mais on sent que c'est aussi pour dire Abraham, il montre en quelque sorte aussi certaines limites. Quand on prend Mason Mount, et on peut repartir en arrière, vous aviez des Royce Barkley, vous aviez des Wilshere qu'on a voulu un petit peu mettre comme les nouvelles pépites du football anglais, et on se rend compte que ça passe jamais le cap. Et aujourd'hui, c'est aussi ça la limite du football anglais. Lorsque les gens disent que c'est les étrangers qui empêchent les Anglais d'être performants, on se rend compte que ces étrangers-là sont vraiment un ton au-dessus par rapport aux joueurs anglais, et donc ils ne sont pas du tout barrés, c'est qu'ils n'ont pas le niveau pour éventuellement détrôner des Agüero ou autres. Les Anglais font quand même des progrès en formation. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'excuse de dire ce sont les joueurs étrangers qui empêchent nos joueurs anglais d'être performants et d'avoir une équipe nationale performante, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'ici encore, vous aviez un joueur anglais exceptionnel et on pourrait dire, au même niveau, on prend l'Argentin. Je pourrais comprendre, sauf que c'est pas le cas. Lorsqu'on regarde aujourd'hui certains joueurs anglais, vous prenez Dele Alli, qui a été aussi lui mis à un niveau exceptionnel, on a parlé de pépites, je suis désolé, lorsque vous voyez un Dele Alli et lorsque vous voyez un Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne est bien au-dessus de Dele Alli, dans des rôles qui se ressemblent un petit peu. Donc à partir de là, on peut pas considérer que les joueurs anglais sont stoppés par les joueurs étrangers, c'est qu'ils n'ont pas le même niveau
que tous ces joueurs étrangers qui arrivent en première ligue. Et du coup, le joueur anglais, il est à son niveau, à celui qu'on voit de Dele Alli, de Royce Barclay. Et en quelque sorte, c'est pour ça que l'équipe d'Angleterre, pour l'instant, montre ses limites. Même si on a un Alexander-Arnold aujourd'hui qui est considéré comme le meilleur arrière-droit du monde, qui est lui, pour le coup, peut-être ce joueur-là qui est capable de dire aucun joueur étranger pourrait arriver à Liverpool et être plus performant que lui. Mais vous en avez très très peu si on regarde bien sur le top 6 anglais. Ouais. Alejandro, quelques remarques déjà. Oui, il y a un de nos amis qui nous suit sur Facebook, Madara Iloki, qui vous demande est-ce que ça aura des conséquences sur les performances des clubs anglais en Ligue des Champions? Si on interdit, si on limite le nombre d'étrangers, sûrement, puisque je viens de dire que pour moi, les Anglais qui viendraient fournir ces grands clubs ne seraient pas au niveau de tous les étrangers qu'on peut aller chercher à droite et à gauche, que ce soit en France ou ailleurs. Après, on se rend compte que l'année dernière, ils ont quand même placé 2 clubs en finale d'Europa League et 2 clubs en finale de Ligue des Champions. Donc ça veut dire que... Mais il n'y avait pas beaucoup d'Anglais sur les pelouses. Hein. C'est vrai, mais là où je ne suis pas d'accord avec Rémi, c'est que ce championnat anglais se vend aussi cher parce que aussi... Vous avez un top 6. Citez-moi aujourd'hui en Europe. Alors, cette année, depuis 2 ans, il n'y a pas de top 6 en Angleterre. Il y a Liverpool et City. Et les autres qui sont un petit peu derrière. Mais quand même, depuis 10 ans, on avait dégagé un top 4. Ensuite, on a dégagé un top 6. Et c'est vrai que depuis 2 ans, City et Liverpool sont très performants. Ce que veut dire Rémi, qui est quand même pas faux, c'est que les marques clubs sont plus fortes à la limite que les joueurs. Non, sur ça, le top 6, oui. Le top 6 se vend énormément la première ligue, mais c'est pas des joueurs finalement il y a pas de joueurs au-dessus de Manchester United. Non, il n'y a pas de joueurs au-dessus de Liverpool. Il n'y a pas de joueurs au-dessus de ça. Mais ce qui valorise aussi ce championnat anglais, c'est que lorsque tu regardes un Manchester United Liverpool, tu as vu des Anglais à l'époque, mais tu regardais parce qu'il y avait des Thierry Henry, parce qu'il y avait des joueurs exceptionnels. Et je pense que tu vends ton championnat beaucoup plus que les autres. Pour ça aussi. Alors, il y a sûrement un aspect marketing qu'ils ont développé avant les autres, donc ils sont en avance sur cet aspect-là. Et en plus, comme l'a dit Rémi, ils ont éduqué en Asie, en Inde, partout, pour que justement ce championnat soit le plus regardé. C'est un petit peu ça. Rémi, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais juste lui dire que même quand il y avait cette Thierry Henry-là, et je peux vous dire, Annie vient de donner une statistique, 8 milliards et demi, c'est-à-dire en 2017. Et en 2017, justement, c'est là où on disait, bon, écoutez, les joueurs, la Première Ligue a vendu ses meilleurs joueurs, parce que en 2016, effectivement, on se rend compte quand même qu'il y a une sorte d'exode qui se retrouve au niveau du football anglais. Mais curieusement, cette année 2016-là, ils font quand même des recettes de 568 millions d'euros. Mais pour la première fois en 2017, c'est-à-dire qu'août 2017, alors qu'ils n'ont pas de stars, c'est pour la première fois qu'ils atteignent la recette de 920 millions de livres sterling, c'est-à-dire plus d'un milliard d'euros. Donc, à partir de là, vous vous rendez compte que aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir au niveau du mercato, lorsque vous réunissez tous les championnats, vous vous rendez compte que l'Angleterre seule achète des joueurs pour plus de 40%, alors qu'ils n'ont pas, ce que je vous dis, les top joueurs. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, les marques, et d'ailleurs c'est ce que Philippe dit tout de suite là, les marques achètent la marque anglaise qui est le nom. Il y a un proverbe africain qui dit la poule pond là où elle voit neuf. Alejandro, en tout cas sur le point de vue maintenant économique, c'est sûr que ça a déjà commencé. Tout à l'heure, Abi, parliez des contrats et tout. Il y a des clauses additionnelles. Il y a certains avocats, spécialistes du sport, qui le racontent. Il y a déjà des joueurs qui mettent les clauses en livres sterling et aussi en euros, parce que si la livre sterling était trop dévaluée, et elle s'est beaucoup dévaluée ces derniers temps. Lorsqu'il y a eu le vote du Brexit, la livre a un peu chuté. Elle a perdu environ 10% de sa valeur. Depuis, elle récupère. Mais évidemment, s'il y avait une forte dévaluation de la livre sterling, ça pourrait poser. Il y en a déjà une, parce que moi je me rappelle, j'ai signé donc en 2007 en Angleterre, la livre était à 1,42, donc si on devait penser à 100 000 euros de salaire par exemple pour un joueur, il avait 100 000 pounds, pardon, il avait 142 000 euros, c'est quand même une fois et demie le salaire. Aujourd'hui, en tout cas quand j'ai quitté l'Angleterre en 2012, elle était à 1,12. Oui, et bien justement, la donc c'est à peu près pareil. On se rend compte que ça fait quand même beaucoup en termes de monétaire, de flux monétaire. Les monnaies fluctuent, mais en 2018, par exemple, pour 1 million de pounds, on avait 1,8 million d'euros. Alors que maintenant, ce n'est plus que 1,12 million d'euros. Et on ne sait pas exactement, c'est énorme. Non, mais Alejandro, cette baisse de la livre, je pense que les marchés l'ont anticipé. Elle a beaucoup. Oui, mais les footballeurs aussi. Non, mais elle a beaucoup joué au moment du vote.
que pour le Brexit. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de mouvement très important. Non, mais parce qu'on verra en fin d'année. Cela dit, c'est important que vous parliez des monnaies parce que je pense qu'on nommait, là, dans ce débat, on nommait le point fondamental. C'est que pour moi, le plus gros risque du Brexit, c'est pour les autres. C'est-à-dire tous ces clubs, français notamment, qui vendent des joueurs moyens, qui ne sont pas internationaux ou pas, qui ne sont pas des joueurs extraordinaires, mais qu'on vend à Aston Villa, à des clubs moyens, qui on vend des clubs moyens, qui on vend un joueur 10, 15, 20 millions et qui sur le marché français en vaudraient à peine 5. Et ben ces joueurs-là, eux peuvent être bloqués aux frontières et et le danger économique, il n'est pas pour les clubs anglais. Des joueurs comme ça, ils peuvent en former, ils peuvent en trouver où ils veulent. Dans les îles britanniques, le danger c'est pour les clubs français et autres. Alejandro, quand même, une dernière chose sur l'aura de cette compétition qui est la Première Ligue d'une façon générale. Ce qu'on peut dire, c'est que 40% de leurs revenus viennent en monnaie étrangère, c'est-à-dire ça sera stable, mais quand même 60% des revenus de la Première Ligue viennent d'Angleterre. Et là, ça peut aussi peut-être freiner un peu les gains. Même si, comme on le disait Ils plus ont bien ou moins, anticipé, les grands clubs risquent d'être beaucoup moins touchés que les clubs du bas du classement, et c'est pas forcément ces clubs-là qui tirent vers le haut les recettes de la Première Ligue. En tout cas, pour l'Euro, pour ceux qui s'inquiètent, il n'y aura pas besoin de visa ni de passeport, parce que même s'il y a 2 stades de Grande-Bretagne qui ont été mobilisés pour la compétition en 2020, c'est-à-dire Glasgow en Écosse et Londres pour la phase finale, on sait que la finale aura lieu à Wembley, eh bien les dispositions transitoires vont jusqu'à la fin de l'année, donc on pourra y aller avec sa carte d'identité. Pendant un an, il ne se passe rien en fait. Pendant 11 mois, il ne se passe strictement rien. Mais il y aura beaucoup de négociations, Philippe, et c'est là que ça va être intéressant à suivre. Une chose, parce qu'il y a des questions là-dessus, ça n'empêchera pas l'Angleterre de participer à l'Euro 2020 qui est organisé par l'UEFA et non pas par l'Union européenne. Voilà, on n'a pas besoin d'être membre de l'Union européenne, mais ça, certaines nations... Tout comme aussi Israël participe souvent. Voilà, exactement. Voilà. Et d'autres, le Kazakhstan et autres. On continue dans Radio Foot. Greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable. On reste en Angleterre avec dimanche soir à Londres des Spurs qui joueront face à Manchester City. Une rencontre qui vaudra bien plus pour Tottenham qu'une victoire parce que Tottenham n'est que 6e de la Première Ligue. L'équipe du capitaine Hugo Lloris, qui vient de revenir dans les cages, accumule pour l'instant des prestations, on va dire, inégales et surtout insatisfaisantes. Et elle recevra le 2e du championnat, même s'il est très loin de Liverpool. Manchester City a quand même un niveau qui peut effrayer l'adversaire. Mais sur le banc, on aura aussi 2 hommes qui se retrouvent, 2 entraîneurs qui se connaissent plutôt bien. Ils seront de nouveau face à face, José Mourinho et Pep Guardiola. Ce qui laisse de marbre, vous allez l'entendre, Pep Guardiola, qui commentait ainsi le retour du mou en Première Ligue, peu avant Noël, Rémi. Je pense que vous le connaissez mieux que moi. Il a été ici pendant des années avec différents clubs. Je suis sûr que c'est un manager incroyable et qu'il va faire du bon travail. Alors Rémi, est-ce qu'il fait du bon travail Mourinho avec Tottenham et est-ce que ça peut pimenter un peu ce match qui aura lieu sur la pelouse de Tottenham ? Bien évidemment, partout où Mourinho va, il fait du bon travail. Un entraîneur qui... De moins en moins, non ? Non, il fait de plus en plus des travails très difficultueux et des travaux difficultueux, voulais-je dire, et puis réussit quand même toujours à s'en sortir. N'oubliez pas qu'il a pris ce Tottenham étant hyper malade, étant une équipe agonisante, étant quand même 14e avec 14 points. Et aujourd'hui, ce Tottenham est à la 6e position. On ne peut pas dire que quelqu'un qui fait une telle remontée, et surtout qui est privé de Harry Kane, qui est privé de certains éléments, et surtout qui a pris une équipe au milieu de la saison, c'est-à-dire qui n'a pas préparé lui-même le terrain sur les recrutements et qui a un système qui est d'abord basé sur le système défensif, savoir défendre. Or aujourd'hui, ce qu'il reprochait à Manchester United, c'est ce qui lui arrive justement à Tottenham, c'est-à-dire que la défense de Tottenham est complètement poreuse. Donc ça fait de telle sorte qu'il bricole pour l'instant. Il n'a pas été recruté comme Jésus-Christ pour construire le temple en 3 jours. Là, il récupère Hugo Lloris, il doit être content. Quand on a une défense qui est pas tout au moins, il a été recruté
pour venir sauver à peu près cette barque qui était en train d'aller au naufrage comme le Titanic. Habib, est-ce que vous avez vu du mieux, vous, dans cette équipe de Tottenham? Au début, oui, mais aujourd'hui, non. Mais je pense que il faut pas être trop dur avec Mourinho parce que je crois qu'il a déjà eu un problème d'organisation dans ce club par rapport au contrat de certains joueurs clés. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs clés qui n'avaient pas re-signé et du coup qui étaient dans des situations incertaines. J'ai eu l'occasion de jouer, moi, 6 mois avec, en quelque sorte, cette épée de Damoclès où il vous reste qu'1 an de contrat et vous êtes dans cette logique de dire, bon, il faut surtout pas que je me blesse parce que dans 6 mois, je fais le contrat de ma vie. Donc forcément, vous prenez des Alderweireld, par exemple, qui est dans ce cas-là. Vous aviez Eriksen. Vous en aviez un autre qui était aussi dans ce cas-là. Donc gérer ces situations-là, c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être très honnête, ils ne boxent pas dans la même catégorie que Manchester City. Parce que je pense que Pochettino a réalisé une saison extraordinaire avec cette équipe de Tottenham. Ça a été plus dur. Je crois qu'il avait tiré sur la corde et aujourd'hui Mourinho a récupéré. Et Mourinho a récupéré une équipe qui physiquement, je pense, était en difficulté. Je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient en fin de cycle, qu'il fallait renouveler. Ceux qui sont arrivés justement pour ramener ce renouveau, pour l'instant, ne sont pas au niveau. Je pense à Ndombele qui est tout le temps blessé, il l'a dit. Je pense à Lo Celso qui est venu, qui n'arrive pas non plus à être dans cette équipe comme celui capable de faire passer un cap. Vous avez un Dele Alli dont on attend chaque année qu'il soit enfin le Dele Alli qu'on a pu voir par moment. Alors quand il est arrivé avec Mourinho tout de suite, il a eu des stats et puis on a retrouvé le Dele Alli nonchalant, pas assez décisif. Donc pour ça, on peut considérer que City, avec cette force offensive, parce qu'il ne faut pas l'oublier, City est 2e du championnat, mais est devant dans toutes les stats offensives, que ce soit tir cadré, possession, nombre de buts marqués. C'est leur force. Donc à partir de là, lorsqu'on voit cette défense poreuse dont parle aujourd'hui Rémi, je ne suis pas sûr que Tottenham puisse rivaliser avec ce Manchester City, mais encore une fois, le duel de ces deux hommes nous promet à chaque fois quelque chose des fois d'irrationnel, de plus du tout équilibré. On parle plus d'équipe, on parle de duel d'hommes qui ont des égos surdimensionnés, parce que Pep Guardiola vous dit « Oh, Mourinho, mais c'est son rendez-vous aussi. » Parce que Mourinho, en quelque sorte, c'est de dire, s'il perd là contre Guardiola, on aura l'impression, pas qu'il sera aujourd'hui un entraîneur moins bon que Guardiola, parce qu'il a gagné des titres, mais on pourrait avoir l'impression qu'il rentre dans le rang. C'est-à-dire qu'il rentre dans le rang des dernières équipes qu'il a eu à gérer et que face à Guardiola, ça s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Donc il ne faudrait pas qu'aujourd'hui les gens disent, ça y est, Mourinho s'est passé à ce niveau-là et Guardiola, par contre, lui maintient ce niveau assez exceptionnel. J'aimerais voir un duel d'entraîneurs, un duel d'équipe et après le résultat, personne ne le maîtrise. Philippe, vous vous attendez aussi à l'irrationnel? L'irrationnel, non, si c'est vrai que ce match peut être un peu particulier parce que c'est vrai que Tottenham a une exigence forte, alors que Manchester City est sur le plan du championnat, je vois pas trop ce qui peut leur arriver. Je vois pas très bien comment ils vont être soit 2e, soit 3e. Je vois pas très bien ce qui peut leur arriver d'ici la fin de saison. Et par moment, on a senti une certaine ils ont décroché un petit peu par moment. Sur certains matchs de championnat, ils ont un peu décroché. On a senti que c'était plus le City de l'an dernier, pas parce que tout simplement l'objectif n'est plus là, quoi. Le titre, c'est plus possible. Et les 4 premiers, ils ont quand même une marge de sécurité assez importante. Bon, alors cela dit, en battant Tottenham, ils régleraient quasiment le problème. Là, les 5 et 6e seraient à une telle distance que le championnat serait quasiment terminé pour eux. Oui. Ça peut être un atout important. Alejandro, ils se battent pour rester européens, en fait, cette équipe de Tottenham. Là, ils sont 6e. On sait que c'est les 6 premiers. Alors, ou Ligue des Champions. Ou Ligue Europa. Comme ça, ils visent les 4 premiers. Oui, bien sûr. Absolument, c'est vrai que Mourinho joue gros, mais il a déjà gagné la coupe. C'est vrai que c'est un vrai classico. Vous savez que c'est la 24e fois que ces deux hommes vont se retrouver en tant qu'entraîneurs. Et pour l'instant, Guardiola mène 10 à 7. Il se passe toujours quelque chose. C'est pour ça que je disais irrationnel, parce qu'irrationnel peut paraître fort, mais rappelez-vous, City United, 2-0 pour City à la mi-temps. Et Manchester United revient en seconde période avec un discours de Mourinho très costaud dans le vestiaire et rappelez Pogba qui met ce doublé et Manchester United l'emporte 3-2. C'est pour ça que je parle parfois de match irrationnel entre ces deux hommes. C'est que malgré tout, Mourinho avait une équipe de Manchester qui était bien inférieure à celle de City et il avait renversé Guardiola. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, l'avance n'est pas si grande pour Guardiola. Ouais, c'est ces situations-là qu'il aime parce qu'il les provoque et on a l'impression qu'il arrive à déstabiliser l'adversité. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours quelque chose dans ces matchs-là, même si je pense que City est au-dessus aujourd'hui de Tottenham. La légende de Mourinho est née là-dessus, sur le côté
je suis le puncher, je vais aller attaquer les gros et je vais les terrasser. Et ça lui est arrivé. C'est quand même très paradoxal que dans sa carrière, il a gagné avec les deux équipes qui n'auraient jamais dû gagner la Ligue des Champions. Il a gagné avec Porto et l'Inter, et il n'a pas gagné avec les très grands clubs. C'est assez paradoxal, mais en fait, c'est très représentatif de ce qu'est Mourinho. C'est le gars qui veut dégommer ceux du dessus. Il a souvent gêné Guardiola, parce que finalement, l'avance de Guardiola, 10 victoires à 7, n'est pas si grande, alors qu'on il n'a jamais entraîné les Ganes, Mourinho, non plus. Non, c'est vrai. Après, il y a eu des victoires marquantes de Guardiola face à Mourinho. Il y a eu des vrais, il y a eu la Manita. Dont on se rappelle, et celle-ci, elle a été assez. Non, mais on ne pouvait pas compter la Manita. Mourinho venait d'arriver juste il y avait 2 semaines. Oui, Mourinho venait d'arriver il y a 2 semaines. Mais immédiatement, n'oubliez pas que. Non, pas 2 semaines, 2 mois. Ah, mais attendez. C'était au mois de novembre, Rémi. Mais n'oubliez pas que quelques temps après, n'oubliez pas que quelques temps après. C'est justement ce Mourinho qui avait été recruté par le président Pérez, qui était à l'Inter, pour venir mettre fin à l'hégémonie du Barça, qui ne faisait que battre le Real. Et justement, il n'est pas arrivé, Rémi. Oui, il a été arrivé. Il a battu le Barça. Il a battu et il a même remporté la Liga. Voilà. En tout cas, les Citizens, vous le savez, les Citizens, ils ont un hymne très connu parce qu'il est chanté par Oasis. Alors cet hymne, il est très connu, il a fait le tour du monde, mais Liam Gallagher, le chanteur de ce groupe, vient de publier, c'était ce matin, un clip associé à l'une de ses dernières chansons, Honte et surprise. C'est Eric Cantona qui est le personnage de ce clip. Alors, je vous invite à regarder si vous pouvez le voir. Et sinon, on le mettra sur notre page Facebook. Il est magnifique. Eric Cantona. Je pense que c'est un petit peu l'humour à l'anglaise. Et ça sera pas mal pris par les Anglais, je pense parce qu'ils ont cette dérision. Ils sont capables de l'accepter. Ça remettra pas en cause l'amour de Liam Gallagher sur cette équipe de Manchester City. Et je trouve que le contre-pied est marrant, mais risqué. Malgré tout, parce qu'il est très très proche de cette équipe de City. Un contre-pied qui ressemble bien à Cantona aussi, n'est-ce pas? Oui, et puis qui ressemble bien au Brexit, en quelque sorte. La chanson s'appelle Once. Exactement. La chanson s'appelle Once, une fois seulement. Ouais. Liam Gallagher, il le fera qu'une fois. Et une fois, il y aura une fois le Brexit. Il n'osera qu'une fois le faire. À Madrid, en tout cas, Alejandro, le choc de la Liga aura lieu dans le stade de Santiago Bernabéu, n'est-ce pas, Rémi? Les merengues vont-ils conforter leur place de leader face aux Colchoneros? Une série de 20 matchs invaincus avec 14 victoires pour les merengues. Alors même si ce derby, ils ne l'ont pas gagné sur leur pelouse depuis 2012. Écoutez la sagesse de Zidane très zen. On a envie de le gagner. Alors l'anecdote de fait de ne pas avoir gagné depuis 2012, c'est les circonstances. On a gagné depuis chez eux, donc voilà, au Bernabéu on l'a pas fait. Mais je pense, comme beaucoup de choses qui arrivent dans le football, c'est des circonstances, il faut accepter. On a la possibilité demain de faire un gros match, de changer la situation et de continuer des choses qu'on est en train de bien faire dernièrement. On sait qu'on va avoir un match difficile contre un rival compliqué, et donc ça sera un bon match à arriver. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on a tous envie de voir un beau match de football. Voilà, ça c'est le plus important, parce que c'est le jeu qui l'emporte. Et oui, il n'oublie pas que le football est un jeu, Zinedine Zidane. Alejandro Valente, ce derby. Elle se régale, Annie. Non, parce qu'Alejandro, il a toujours une petite condescendance pour Zidane, pas le joueur. Ça, je pense qu'il l'admire, mais il se pose toujours des questions sur Zidane, le technicien. Alejandro, est-ce que les merengues ont un point d'avance, je vais dire, sur l'Atlético?
Ah bah ils ont plus qu'un point d'avance, je dirais qu'ils ont 10 points d'avance. Non mais un favoritisme d'avance alors. Bah oui et non, disons que a priori ils sont dans une bonne dynamique alors que l'Atlético est en difficulté. Bon, ils se sont affrontés tout récemment puisqu'il y a quelques semaines il y avait la finale de la Super Coupe d'Espagne et on se rappelle que le Real a gagné au tir au but. Après cette fameuse faute de Valverde sur Morata qui aurait pu marquer le but de la victoire, donc il y a eu pas mal de polémiques. Bon, cela dit, comme on le rappelle, à Bernabéu, le Real a du mal à battre l'Atlético. Ouais. On parle de 2012. En 2017, il y avait eu une victoire à Bernabéu en Ligue des Champions, mais sinon c'est vrai que l'Atlético souvent s'en sort plutôt bien de Bernabéu. Donc Rémi, est-ce que c'est l'heure pour que le Real arrive enfin à bout de cette malédiction et s'impose face à l'Atlético sur sa pelouse? Oui, ça fait quand même 6 matchs, 3 défaites et 3 nuls. Mais c'est un très mauvais bilan pour le Real, mais je crois quand même que ce Real de Madrid aujourd'hui a d'autres qualités qui sont plus certaines encore et plus prestigieuses parce que c'est une équipe, comme vous le disiez, sur les 20 derniers matchs quand même, ce n'est même pas 14 victoires, c'est 15. 15 victoires pour 5 nuls. Oui, 15 victoires, 5 nuls, 45 buts marqués, 9 encaissés. Je vous le dis. Et 12 clean sheets. 12 clean sheets. Ouais. Et cette Real aujourd'hui dispose d'une défense qu'il n'avait jamais eu il y a plus de 30 ans, c'est-à-dire que c'est de la saison 87-88, parce qu'aujourd'hui, le Real, après 21 journées, ce n'est que 13 buts encaissés. Donc aujourd'hui, le Real a renversé la tendance. Diego Simeone, qui avait un mur en béton, se retrouve contre une équipe qui a un mur en béton. Donc c'est presque la même chose. Hein. Donc aujourd'hui, je dis bien que le Real est presque imbattable. Le Real ne concède pas assez de tirs. Et le Real aujourd'hui, pour véritablement marquer, il faut avoir des atouts offensifs. Or aujourd'hui, Atlético n'a pas assez d'atouts offensifs. Et comme le dit un proverbe africain, pour manger la noix, il faut d'abord se débarrasser des coquilles. Apparemment, en tout cas pour ce qui est du secteur offensif, pas sur ce match, mais il récupérerait Yannick Carrasco qui reviendrait de Chine alors qu'il avait la recrue rêvée. En perdant aussi Yao Félix. En perdant Yao Félix, je crois. Habib, vous avez l'air de dire qu'en fait le Real revient à pas feutré. Oui, à pas feutré. Je trouve qu'on parle pas trop de ce Real sur le côté impressionnant, comme vient de le dire Rémi, en termes de statistiques. C'est-à-dire que Zidane a tout doucement façonné, changé cette équipe. Mine de rien, il remet Thibaut Courtois au haut niveau où on l'avait vu du côté de l'Atlético Madrid. Vous avez quand même Ferland Mendy sur le côté gauche. Qui aurait pensé que Ferland Mendy soit titulaire dans cette équipe lorsque vous avez un Marcelo? C'est quand même Ferland Mendy qui arrive de Lyon. Moi, j'étais le premier à dire Ferland Mendy au Real, ça peut être limite. Il faudra qu'il attende. Voilà. Vous avez Valverde. Personne n'aurait mis une pièce sur Valverde. On se rend compte qu'au milieu de terrain aujourd'hui, c'est assez incroyable en termes de volume de jeu, de complémentarité. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le milieu de terrain moderne par excellence. Et je trouve que j'ai l'impression, et je compare pas les deux équipes du tout, mais vous prenez Jürgen Klopp, comme il a construit son effectif, on se rend compte que Zidane s'est dit, il faut à un moment donné changer l'ADN de cette équipe. L'ADN de cette équipe, il était clair. On avait quand même un ADN très porté sur cette possession avec des Modric, avec des Kroos, avec ce contrôle total du match. Et aujourd'hui, on a quand même une équipe qui va pour moi beaucoup plus vite de surface à surface, de par la présence de Valverde. On a un Karim Benzema qui est toujours à un très très bon niveau. Mais lorsqu'on en regarde cette équipe, on peut penser, et je dis bien on peut penser, qu'elle est un petit peu plus ordinaire que par le passé. Plus de Cristiano Ronaldo, Modric moins titulaire. On a quand même des joueurs comme Ferland Mendy qui arrivent et qui arrivent à faire de très très bonnes performances. Donc on a un Real qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds, mais qui à travers ses statistiques, à travers le fait qu'il soit premier de la Liga, reste très impressionnant aujourd'hui sur toutes les performances qu'ils ont à jouer. Et attention parce que ce Real, tout le monde pensait que ce serait peut-être l'année pour City de rencontrer ce Real Madrid. Je pense que Zidane est en train de le façonner, ce Real Madrid, d'être en forme au bon moment. On arrive début février et c'est là qu'il faut être très performant. Ils le sont. C'est exactement ça, Philippe. C'est-à-dire qu'on arrive en forme pour la période des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il a surtout fallu que, comme le laisse entendre Habib, il a fallu qu'il construise, qu'il prenne beaucoup de temps pour qu'il façonne l'équipe parce que il a tâtonné. Il a eu la chance d'arriver en mars, si je ne me trompe pas. Il a pu tâtonner,
sans trop de conséquences sur la fin de championnat dernière où il y avait rien à jouer, où la saison était terminée. Non, mais il a surtout tâtonné plutôt en début de saison. Et il a quand même tâtonné, vous avez raison, ça a un peu prolongé en début de saison et c'est là où ça a tangué un peu, où on a cru que Zidane serait en danger. Mais Zidane, cette équipe, elle est complètement à l'image de Zidane, mais je parle du Zidane personnage. Zidane, c'est la fiabilité d'abord. C'est un garçon très droit, très fiable. C'est l'antithèse du joueur spectaculaire, du joueur qui fait des gestes brillantissimes, etc. Le personnage Zidane, c'est pas du tout ça. C'est un type ultra prudent, très fiable, très carré, très qui voit pas midi à 14h, qui invente pas des trucs très compliqués. Il fait des choses très carrées, très simples. Et c'est ce qui est en train de marcher avec cette équipe du Real, qui est d'une fiabilité totale. C'est une équipe faite pour être championne. C'est une équipe qui va être championne, qui va dominer le championnat. On peut avoir plus de doutes, je rejoindrai Habib, sur le côté, la faculté d'aller au-delà, d'être suffisamment brillante pour gagner par exemple la Ligue des Champions, mais par contre je la sais faite pour gagner le championnat sans aucun problème. On verra ça, ce Real qui a rendez-vous bientôt en Ligue des Champions avec Manchester City. Et en attendant, ils sont premiers. Un de nos auditeurs nous dit qu'il n'a aucune chance face à City. Bon. Aucune chance. C'est City-là qui vient de se faire battre par Manchester. C'est City qui a de la peine contre Sheffield. Mais attendez, vous dites, c'est Sheffield là qui s'est fait. C'est pas Alejandro qui le dit, Rémi, c'est un auditeur. Ah oui, mais ce n'est que ça que vous lisez. J'ai lu là tout de suite que ce Real a été fort. Voilà, vous n'avez pas lu ça. Vous n'avez pas lu. Alors, il fait une camiserie négative. Le Real Madrid. Avec le voilà. Moi, je vois comment est-ce qu'on a fait féliciter le Real. Il balade. Allez, avant les cartons. Il n'a trouvé qu'un seul message négatif. Et voilà, c'est pour ça qu'il le met en avant, parce que c'est rare. C'est pas possible. Le Real Madrid, donc, 3 points d'avance sur le Barça, qui jouera, lui, dimanche à 21h et qui recevra Levante. Un tout petit crochet mercato avant les cartons. Radio Foot International, Annie Gasnier. Ce mercato qui se termine donc ce soir à minuit, pas vraiment passionnant. On en a parlé cette semaine. On estimait dans Radio Foot que la meilleure recrue était sûrement celle de Haaland à Dortmund. Mais il y a d'autres histoires. Alors on a vu que finalement ça s'était confirmé que Edinson Cavani n'irait pas du côté de l'Atlético et resterait au PSG. Mais Alejandro Valente, il y a eu une drôle d'histoire qui concerne un joueur congolais de RDC, l'international Cédric Bakambu. Alors on se demande s'il faut en rire comme lui sur son Twitter ou s'il faut en pleurer surtout sur l'image de la cellule de recrutement du Barça. Pendant quelques heures, il a cru qu'il allait être Blaugrana. Je pense qu'on peut faire les deux. Déjà, féliciter Bakambu parce que sa réaction est plutôt sympathique et il prend ça à la légère. Après, on peut se poser beaucoup de questions sur cette cellule de recrutement de Barcelone et notamment sur Eric Abidal, dont on a vu déjà... Ils avaient L'histoire, c'est qu'ils avaient contacté ses agents en se demandant si disons que Abidal a déjà fait tout à l'envers de la logique déjà pour le remplacement de Valverde comme entraîneur. On se rappelle qu'il était allé voir Xavi, Koeman, tout ça de façon peu discrète pour à la fin aller chercher Quique Sétienne qui gardait ses vaches en Cantabrie. Bon, on peut se poser des questions. Et là, pareil. Du Barça, hein, Alejandro, vous avez entendu. Et là, pareil. C'est-à-dire, on lui dit, il faut trouver un bon attaquant, mais pas cher, et si possible un prêt non obligatoire. Et qui connaissent la Liga. C'est compliqué. Donc, on est allé chercher Rodrigo, Aubameyang, etc. Ils se sont ramassés partout. Et à la fin, Abidal appelle Bakambu, qui était en Corée du Sud avec son équipe de Beijing, Guwon, et Bakambu, évidemment, il s'emballe, mais on peut le comprendre. Le problème, c'est qu'il n'a même plus l'avion. Il a pris l'avion et il s'en fiche. Il ne présente pas les excuses, il ne rembourse pas le ticket d'avion, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, cette équipe de la Catalogne. On ne sait pas si Bakambu s'est emballé, ou si Abidal a peut-être dit plus qu'il ne fallait. En tout cas, à Barcelone, ils disent, nous, on n'a jamais envisagé de recruter Bakambu. Et d'ailleurs, la situation d'Abidal commence à être un peu tendue au Barça. Ils n'ont même jamais envisagé de recruter même Neymar. Ils n'envisagent de recruter personne. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils ne recrutaient personne là. Et subitement, ils annoncent le recrutement de Sinkao. Sinkao à 31 millions d'euros. On s'en fiche de ce qui est dit officiellement dans les périodes de mercato. Tout le monde ment, tout le monde raconte des salades. Donc c'est pas ça qui compte. Par contre, effectivement, là, on voit qu'il y a un vrai dysfonctionnement. Et je crois qu'il y a une réunion aujourd'hui
aujourd'hui de Absolument. tout le board du Barça pour réorganiser la cellule. Et une révolution interne est bien possible. Cellule, et probablement, en plus il y a un contexte électoral, donc tout ça pèse sur cette situation. Mais voilà, c'était compliqué. Et désolé pour Bakambu qui rêvait peut-être autre chose. Qui a dit qu'il était presque du Barça et finalement presque, c'est pas donné à tout le monde non plus. On continue et on termine sur nos cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Habib Bey, quelle couleur? Carton vert. Carton vert au football amateur qui a vu Belfort et Épinal se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. On se rend compte que cette Coupe de France a toujours autant de charme pour voir ces deux clubs-là. Je suis en ce moment dans un club de National 2. Donc je sais ce que ça peut éventuellement procurer à une équipe et je suis très content. Non, nous on a fait 6e tour, on est sorti. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours bon pour les présidents. L'adjoint à Belfort est un ancien joueur qui était en formation avec moi au BF qui s'appelle Youssef Adnan. Et donc du coup, je suis très content pour lui parce que le principal a pris un carton rouge. Donc c'est lui qui a pris l'équipe pour la fin du match. Contre Montpellier, se sont qualifiés. Et puis c'est un ancien joueur également d'Ajaccio qui est à Épinal. Donc c'est très très bien pour le football amateur. Parce qu'il faut en parler, c'est quand même le réservoir. Très belle image du football amateur. Parfois. Philippe, un carton rouge. Alors, je ne vais pas m'insérer dans les affaires politiques et sur la symbolique de l'Ayoun qui est dans le Sahara occidental, mais je trouve que l'Afrique du Sud, que la Mauritanie s'aperçoivent en dernière minute que l'île Maurice, pardon, pas la Mauritanie, l'île Maurice s'aperçoit en dernière minute que ça se passe. C'est pas vraiment le Maroc, la CAN de futsal, c'est pas vraiment le Maroc, c'est le Sahara occidental, etc. Il me semblait que ces dernières années, il y avait eu des avancées politiques et autres. Je trouve que c'est de mauvais goût qu'on réinvente des guerres dans ce cadre-là et en last minute de cette manière-là. Un statut politique très particulier, mais de cette c'est région. pas le moment de le régler, pas à ce moment-là, pas en last minute, je trouve. Rémi, Jeff, très vite, 10 secondes. Macintosh aussi de ma page Facebook Remington officiel donne un carton rouge à la Fédération gabonaise de football parce que le championnat à peine qui a commencé une seule semaine est déjà arrêté alors que le ministre des Sports avait promis verser de l'argent au club la première tranche. Ils sont allés rien dans les caisses. Merci. Allez, très vite, un de nos auditeurs, Isia Kassara, donne un carton vert à Ibrahimovic. Depuis qu'il est arrivé, Milan ne perd plus. On vous donnera le carton rouge de Radio Foot la semaine prochaine, c'est promis, vous verrez, c'est super. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci à David Finzel, Pierre Guérin, Laurent Salerno, Souel Kedir, qui lui aussi est en transfert. Il attend un nouveau club.